Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je regardais ce matin, en fait, le programme. Et j'avais une certaine émotion quand j'ai vu le professeur Fischer discuter, parler de tout ce qui s'est passé pendant cette pandémie, pendant cette campagne de vaccination. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un peu un conte de fées si ce n'était pas une situation aussi grave. Mais dans les contes de fées, on a également des situations difficiles. Et puis, le matin, la session 1, nous avions le CNRS et Institut Pasteur, dans la personne de Frédéric Tangy. Nous avions l'INSERM en la personne de Palma aussi. Et nous avions Sanofi dans la personne de Jean Lang. À votre avis, ils ont quoi, tous ces gens en commun? Toutes ces personnes, tous ces organismes, ces sociétés? Ils ont tous des brevets. Et ils ont tous des brevets sur des vaccins. Et ils ont tous des brevets sur le vaccin, des vaccins de la Covid. Parce qu'il n'y a pas un seul vaccin sur la Covid, ça vous le savez. Bon, juste pour continuer, voilà, ça c'est moi, enfin, pas le petit robot, c'est la petite personne dans la photo. Le cabinet Placero IP, c'est un leader en France et en Europe de la propriété industrielle, intellectuelle. Et notre fierté, c'est surtout le nombre de conseils en propriété industrielle que nous avons dans nos équipes, surtout dans notre équipe pharma bio. Pourquoi? Pas parce que c'est le plus gros, le plus grand, etc. Mais quand vous avez autant de personnes, enfin, hautement qualifiées dans les équipes, vous avez la possibilité de regarder la propriété industrielle de vos clients et essayer de la protéger de la meilleure façon que ce soit. Donc, de quoi allons-nous parler? Effectivement, ça va très vite. Oh là. Non, il ne veut pas. Je suis désolée. Donc, nous allons parler en fait de ce que c'est un brevet, enfin, quelques notions également de ce que sont les brevets de vaccins. On va parler par la suite de l'exploitation et la diffusion de la technologie. Et ça va au-delà en fait des droits de la propriété industrielle. Nous avions les personnes ici de Corden et de Delpharm qui vous ont bien expliqué quelles étaient les difficultés qu'elles ont survécues pendant cette période-là. Donc on voit bien que ce n'est pas que les brevets qui sont une source de difficultés s'il l'était du tout. Voilà. Et puis, enjeu de ce que c'est la propriété industrielle intellectuelle. Voilà. Qu'est-ce qu'un brevet? Donc, un peu de philosophie pour commencer, juste pour set the scene, n'est-ce pas? On obtient un monopole, certes, un monopole limité sur une invention. On a, en contrepartie, un devoir, une obligation. Et cette obligation, elle est de divulguer de la façon la plus complète dans la demande de brevet notre invention. Et pourquoi on doit faire ça? C'est pour avancer la science. Hein, c'est ce qu'on appelle le contrat social. C'est l'inventeur qui obtient son monopole limité. Il a en contrepartie donné en fait au public, n'est-ce pas, la contribution de ses connaissances scientifiques sur la base desquelles quelqu'un d'autre va continuer à faire des avancées scientifiques. Et donc, c'est un système qui est avantageux pour les inventeurs et la société, les détenteurs de la propriété intellectuelle industrielle et la société. Voilà. Un brevet, c'est quoi la définition? C'est une définition que j'ai trouvée sur le site de l'INPI, donc je trouve que c'est pas mal. C'est l'Institut national de la propriété industrielle. Le brevet protège une innovation technique. Oh, c'est parti. Ok, je vais regarder là-haut. Une innovation technique. Non, ça va être trop pénible de. C'est pas grave, vous inquiétez pas, je regarde ici.
Donc, un produit, un procédé ou une utilisation qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné. Et je pense que vous savez à peu près tous que un brevet, c'est d'abord une description d'une innovation, et puis à la fin du brevet, il y a quelque chose de très important, il y a des revendications. C'est quoi les revendications? Les revendications sont la définition des contours de l'étendue de la protection. Et puis, il y a quelque chose qui s'appelle la liberté d'exploitation. Parce qu'on entend souvent un client qui arrive au cabinet qui dit j'ai un brevet et donc je vais aller vendre mon produit ou je vais aller mettre en œuvre mon procédé. Et on lui dit, mais c'est pas parce que vous avez un brevet que vous pouvez exploiter. Et on me dit, mais pourquoi? J'ai un brevet, ça m'appartient. Oui, votre brevet a défini en fait les contours de la protection de votre invention. Mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres brevets. Il y a des brevets antérieurs aux vôtres. Et si ces brevets sont valides, ils sont également à prendre en compte. Et donc, votre brevet peut être dans la dépendance d'un autre brevet. Plus précisément, votre produit ou votre procédé peut être dans la dépendance d'un brevet antérieur. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un brevet que vous pouvez exploiter. Et gardez en tête le fait qu'on peut avoir plusieurs brevets qui vont être dans une dépendance soit mutuelle, soit d'une façon ou d'une autre, mais il y a des dépendances. Si on parle de pourquoi on est là aujourd'hui, c'est les vaccins, et c'est les brevets sur les vaccins. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois de la part de plusieurs personnes aujourd'hui, je ne vais pas le dire, il y a plusieurs types de vaccins, n'est-ce pas? On le sait tous. Et il y a également plusieurs types de brevets sur un vaccin. Un brevet peut porter sur des produits, pas seulement l'ARN lui-même, mais vous avez entendu parler des enveloppes lipidiques qui encapsulent l'ARN, les compositions, donc qu'est-ce qu'il y a dans ce petit fiole qui est par la suite mis dans mon bras. Il y a des compositions, nous avons parlé de tout ça. Il y a des procédés de fabrication, etc. Là, je vous ai juste montré un ou deux brevets, mais il y en a beaucoup. Comme on voit ici. Non, il n'y a pas de... Excusez-moi, j'ai perdu un slide. Et peut-être dans un autre sens. Voilà, ça doit être ça. Donc, vous avez parlé aussi, Madame Rocky, de nombre de candidats vaccins en cours de développement. Et le Covid Tracker nous a montré ça avant-hier. Il y a 315 vaccins en cours de développement aujourd'hui. 194 sont en phase préclinique, 121 sont en phase clinique et il y a 13 vaccins dans le monde autorisés. Oui, c'est reparti, mais c'est pas grave. Voilà. Et ça, c'est plutôt un petit schéma qui nous montre aussi ce dont on a parlé ce matin, que d'habitude, quand les temps sont moins, je dirais, tendus, on passe un certain temps pour obtenir nos vaccins. Hein. On a chaque étape qui est terminée, et puis il y a l'étape suivante qui arrive, et donc ça peut prendre un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Covid? De la même façon que dans l'industrialisation, c'était le fait d'arriver à inventer en fait ces vaccins extrêmement rapidement. Il y a eu un chevauchement en fait des étapes. On n'attendait pas qu'il y ait une étape qui soit terminée pour en arriver à une autre.
j'étais au déjeuner avec le monsieur de Corden Pharma et il m'a dit, mais qui a le brevet sur le vaccin Pfizer BioNTech? Et j'ai dit, mais enfin, il y a plusieurs centaines de brevets sur le vaccin de BioNTech Pfizer. Pareil pour Moderna, enfin peut-être pas des centaines, mais au moins des dizaines. J'étais intéressée de voir qu'en fait, le LNP Delivery Technology dont il parlait, c'est le deuxième ou troisième dans, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi je le vois ici. Voilà, c'était la question que vous m'avez posée, monsieur Corden Pharma. Oui, vous arrivez exactement au bon moment. Enfin, vous m'avez demandé ce que vous pouviez breveter dans un vaccin, et en fait, il y a plein de choses qu'on peut breveter dans un vaccin. Juste pour, c'est pour titiller un peu la discussion. Le premier brevet sur une technologie de vaccin contre la Covid a été déposé le 18 mars 2020. Donc, nous rentrions en confinement et des brevets étaient déposés. Évidemment, il n'était pas publié tout de suite, hein, mais voilà. Juste pour revenir un tout petit peu, je sais que ça a aussi été dit ce matin, sur en fait l'origine des brevets sur les vaccins. On nous a dit, oh là là, mais c'est arrivé extrêmement vite, c'est compliqué, nous, on ne veut pas utiliser cette... je parle des consommateurs, hein, je ne parle pas des chercheurs qui sont en train de nous écouter. La personne lambda qui dit, mais moi, j'ai très peur, cette technologie, elle est trop récente. En fait, vous le savez, elle n'est pas si récente que ça, elle a été utilisée dans d'autres conditions c'est une vraie prouesse technologique d'être arrivé aussi rapidement à ces brevets, et c'est basé sur une technologie qui a été 20 ans dans le développement, et beaucoup de la part de Katalin Karikó, mais pas que. C'est toujours la même chose dans la recherche, hein. Vous êtes plusieurs à travailler sur vos sujets et à coopérer entre vous. Et c'est aussi en déposant ces demandes de brevets qui sont par la suite publiées pour la communauté scientifique que vous êtes capable de faire ces innovations absolument extraordinaires. Et donc, une fois qu'on a déposé des brevets, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a déposé des brevets, ma foi, on fabrique nos produits ou on met en œuvre nos procédés, et puis on arrive à l'industrialisation dont on a parlé tout à l'heure, hein. Et puis c'est pour vendre, et c'est pour, oui, il faut le dire aussi, de faire de l'argent. Mais on n'est pas forcément celui qui a déposé la demande de brevet qui a la seule possibilité d'utiliser cette technologie, d'utiliser ces innovations. Et donc, vous avez vu que Moderna et BioNTech ont des licences sur plusieurs types de produits, je dirais annexes, connexes, hein, parce que c'est pas que l'ARN qui fait tout, ça vous le savez mieux que tout le monde, c'est aussi dans quoi on le met. Ça, c'était un peu intéressant comme figure que nous avons trouvé dans un article de Nature Biotechnology qui est très connu. Ce sont les acteurs qui sont, je dirais, significatifs dans tout ce qui est préparation des vaccins ARNM contre la Covid. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais c'est plusieurs dizaines. Voilà. Si on parle un tout petit peu de l'outil industriel et de la production des vaccins, parce que les brevets, ça sert aussi à ça, c'est de permettre en fait de lever des fonds pour pouvoir faire ces investissements considérables dont vous avez tous parlé ici présents, quand on fait des usines qui coûtent 250 millions de dollars, et on n'en fait pas une, on en fait
2050 pour arriver à produire les milliards de doses par an qui sont nécessaires, pas juste pour nous vacciner, nous, parce qu'on est dans une situation de relatif confort, je dirais, mais également à l'échelle mondiale. Hein. Donc, je ne vais pas vous raconter tout ce qui est sur ce slide, mais je pense que vous voyez la situation. Et puis, je viens à la question qui, il y a quelques mois, était sur toutes les lèvres. Il suffit de lever les brevets et puis on va pouvoir vacciner le monde entier. Et donc, je reviens à votre question, mais quel brevet faut-il lever? Bon, il y en a un certain nombre, pour ne pas utiliser un langage vulgaire qui me vient à l'esprit. Donc, c'est surtout, je dirais, une solution faussement simpliste de dire il suffit de lever des brevets, on va pouvoir vacciner le monde entier. N'empêche que ce débat a été bénéfique. Il a permis de démontrer en fait le rôle clé de la propriété industrielle dans ces innovations. Les brevets, c'est la raison pour laquelle nous sommes tous, là aujourd'hui, avec notre passe sanitaire pour pouvoir entrer dans la maison de la chimie dans une relative sécurité. Parce que sans ces brevets-là, on n'aurait pas eu ces vaccins-là. Et sans les brevets qui étaient présents auparavant, il y a 20 ans chez Madame Kariko, on n'aurait pas eu ces brevets-là. Et donc, vraiment, le message que j'aime passer ici, c'est un peu une transposition d'une autre technologie dont je ne suis pas du tout experte. C'est dans le domaine des télécoms. Vous savez, il y a ce qu'ils appellent des pools, des patent pools. C'est des brevets FRAND. FRAND, c'est Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. Et ce sont des partenariats entre sociétés concurrentes qui se mettent ensemble sur des brevets de normes. Par exemple, dans tout ce qui est dans votre téléphone, etc. Il y a des milliers de brevets sur le iPhone, sur Samsung Galaxy, etc. Et ils se mettent ensemble et ils se doivent d'être fair, reasonable and non-discriminatory. Et ils font du business et ils sont tous capables après de produire des produits qui sont évidemment très très utiles pour nous parce qu'on ne peut pas vivre sans son téléphone. Mais si on transposait cette possibilité à nos vaccins qui sont absolument essentiels, pas parce que je veux avoir mon téléphone, mais parce que je veux être en vie et en bonne santé, je pense que ça serait une belle fin à mon discours. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je pense, comme on est un petit peu en avance, on peut peut-être commencer les questions et on passera ensuite pour le... Non, restez avec moi. Prenez le micro, vous faites ce que vous voulez. Bon, j'ai pas encore de choses qui sont arrivées sur l'ordinateur, mais moi j'ai quelques questions. Vous avez oublié quand même quelque chose qui pour moi est fondamental dans la définition et dans l'utilisation du brevet, c'est son obligation d'exploitation. Et oui, parce que ça c'est quelque chose... Par exemple, on aurait pu très bien dire, eh bien, Madame Kariko, elle l'exploite pas, donc elle est en tort, donc j'ai le droit de m'approprier ses travaux, puisqu'elle l'exploitait pas à cette époque-là. Et malgré cela, Pfizer et BioNTech et comment ça s'appelle, Moderna ont acheté les brevets. Alors, sauf erreur de ma part, nous avions dans la loi française auparavant une obligation d'exploitation des brevets. Ça n'existe plus ? Il me semble que ça n'existe plus. Depuis quand ? Je pense que c'était dans la loi de 78. Ah non. Moi, je peux vous dire qu'en 2004, c'était encore obligatoire. Oh. Ah, si. Oui. Ah, même plus tard, moi, j'ai quitté les affaires en quelle année ? En 2010. Et l'obligation d'exploitation était toujours parce qu'on me l'a menacé un paquet de fois. Est-ce que vous parlez d'obligation d'exploitation ou est-ce que vous parlez de la possibilité d'avoir des licences obligatoires? Non, je parle du brevet que je bloquais, que je ne voulais pas licencier pour des raisons, parce que je voulais les mettre en pool avec quelqu'un d'autre. Et on me menaçait. Et je disais non, moi je suis... Eh bien, je perdais chaque fois parce qu'on me disait, comme vous ne l'exploitez pas, vous êtes obligé de le lâcher. Pardon ? Je pense. Non, c'est pas... C'est l'exploitation...
Si tu es possesseur d'un brevet et que tu ne l'exploites pas, un concurrent peut t'attaquer en justice. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Bon, alors je me suis fait avoir. Bon, ça c'était le premier point. Oui, il y a aussi une chose, là, vous disiez tout à l'heure que le brevet, ça ne suffit pas avec toutes les compétences qu'il faut rassembler autour pour fabriquer quelque chose. Je crois qu'il y a aussi un autre point qui est très important et que les gens oublient, c'est qu'un brevet en lui-même, c'est rien. Ce qui est important, c'est le discours entre l'inventeur et le fabricant. Hein. C'est les allers-retours constamment. L'innovation, ce n'est pas quelque chose qui est successif, c'est quelque chose qui subit les allers-retours. Et chaque fois que j'ai vu des échecs de brevets qui étaient très beaux, avec des très belles inventions, pourquoi il y a eu des échecs? C'est parce que, ou pour une raison ou une autre, on a vendu la propriété intellectuelle, mais on a oublié ceux qui l'avaient inventé, etc. Ou bien on a titrisé un brevet, qui n'avait aucun sens, etc. Et ça, je crois que c'est aussi une des raisons fondamentales pour qu'une innovation se fasse. Et surtout dans ce domaine des vaccins ARNM, où en fait le savoir-faire et le transfert de technologie sont absolument essentiels. C'est pas quelque chose qu'on fait. C'est pas en lisant le brevet qu'on sait. Mais il n'y a pas que le transfert de technologie. Il y a plus que ça. Je vais plus au-delà de ça. C'est vous avez Monsieur X qui invente quelque chose et Monsieur Y qui va fabriquer ce vaccin. Mais de temps en temps, Monsieur Y, il a besoin de revenir vers Monsieur X parce que son savoir-faire. Voilà, pas le savoir-faire, ses connaissances et l'amélioration de ses découvertes. Oui. C'est plus que du savoir-faire. Le savoir-faire, à la limite, ça se transmet. Ça, c'est autre chose. Oui. Oui. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a déjà une guerre de brevets en ce qui concerne les vaccins Covid? Non. Il n'y en a pas. À ma connaissance, il n'y en a pas. Et de ce que j'ai entendu de la part des fabricants de ces vaccins-là, c'est qu'ils avaient prévu justement de ne pas avoir de guerre. Moderna a indiqué qu'ils n'allaient pas opposer leur brevet à quiconque pendant la période de la pandémie. Donc, BioNTech et Pfizer, je crois qu'ils ont dit la même chose. Mais Moderna, ils l'ont déclaré très tôt dans la discussion. Oui, parce que ça leur permettait de se peindre en jolies couleurs par rapport aux gens qui voulaient qu'on Écoutez, moi, personnellement, je suis très contente qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on a des exemples historiques où il y a eu des attaques juridiques sur des brevets de vaccins? Sur des brevets de vaccins, oui. HIV, Institut Pasteur a été pas mal dans ces difficultés-là. HIV, c'était sur le diagnostic, si je me souviens bien. C'était sur le diagnostic, oui, vous avez raison. Je voudrais poser la question, en fait, par analogie avec ce qui s'est justement passé dans le cas non pas des vaccins, mais des produits thérapeutiques anti-HIV, qui a été quand même un grand moment pour l'industrie pharmaceutique, d'attaque de l'ensemble des organisations non gouvernementales sur l'accès aux produits de thérapie. Où là, manifestement, on a vécu une crise qui était une crise liée précisément à l'accès. Tu parles pour les pays pauvres, principalement. Oui, bien sûr, mais enfin, si je me souviens bien, ça a commencé en Afrique du Sud, qui n'était pas considéré véritablement comme sous-développé à ce moment-là. Et là, la question que je voudrais quand même poser, c'est dans le cas des vaccins, et particulièrement des vaccins ARN, où là, finalement, on arrive à une précision, une précision complète même sur la séquence. C'est-à-dire, est-ce qu'on va se trouver dans une situation où on brevette, où l'innovation vient précisément de la séquence, la séquence. Et donc, on peut voir, en fait, une assez grande diversification, la façon dont on modifie, pas seulement l'uridine, mais la façon dont on va modifier les parties terminales, améliorer la stabilité, améliorer la thermostabilité, etc. Enfin, est-ce que là, aujourd'hui, on voit une floraison de brevets et comment on va les défendre, en fait? Alors, des brevets ça ne sera pas que dans le domaine des vaccins, d'ailleurs, parce que, comme vous avez dit, c'est dans le domaine thérapeutique. Quand vous avez une molécule
qui est un ARN, enfin oligonucléotide pour reprendre vos termes, madame, c'est forcément, enfin, à un moment donné, dans votre revendication, vous allez avoir les séquences, n'est-ce pas? Et vous allez avoir, enfin, donc nous, notre boulot en tant que conseiller en propriété industrielle, c'est de vous permettre d'avoir en fait une protection qui est on dit commensurate with your technical contribution to the art. Excusez-moi, je suis anglophone et il y a des choses que je n'arrive pas à dire en français. Donc, il faudrait que votre contribution, enfin, en fait, votre protection de votre innovation soit proportionnelle à la contribution que vous avez amenée à l'état de la technique. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, si vous êtes pionnier dans le domaine, admettons, on va parler des brevets Moderna ou BioNTech, je vais essayer de rédiger les revendications de façon à ce que vous protégez un peu plus large que votre séquence spécifique ARN, parce que j'aurais identifié en fait des morceaux de ces séquences d'ARN, enfin, où je sais que si vous les modifiez, vous allez créer une modification en fait de votre composition. En bien ou en mal d'ailleurs. Hein. Oui, avec un risque qui est en fait de défaut de description si jamais vous couvrez trop large. Exactement. Et donc c'est tout l'art de l'équilibre entre être trop gourmand, et là on va avoir insuffisance de description, enfin, donc c'est comme ce que vous dites, défaut de description, ou trop étroit. Et là, j'ai un concurrent qui peut faire ce qu'on appelle un design around, et ça ne serait pas juste. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, j'ai des questions qui arrivent. Ah. La Chine reconnaît-elle les brevets des Occidentaux? Oui. Aujourd'hui, si vous allez en Chine, vous allez devant les tribunaux en Chine, vous avez parfaitement le droit de... Mais vous avez des chances de gagner? Oui. Enfin, je pense qu'il y a peut-être 25 ans, c'est pas politiquement correct que je vais dire que vous n'auriez pas. Est-ce que les Chinois vont vous permettre de commencer un litige en contrefaçon dans leur pays et puis de suivre leurs règles de preuves pour obtenir des preuves. Et alors pourquoi ils ne laissent pas rentrer dans le labo de Wuhan pour aller vérifier leur cahier de labo? Ça, non, je pense que c'est pas le même problème. C'est pas le brevet qui est en cause là. Bon, je passe à une autre question. C'est politique. Moderna a eu des contentieux aux États-Unis avec les brevets sur les KNP. Je savais pas. Je sais pas ce que c'est les KNP. Je ne sais pas non. C'est un commentaire. D'accord. Ensuite, donc. Oui, mais lié au vaccin. C'est pas vrai. Peut-être que la personne peut nous... Marche pas ce foutu ordinateur. Bon. Lequel? C'est celui-là. J'arrive pas. La question sur les droits d'exploitation que j'ai soulevé tout à l'heure avec les licences. On me donne l'article de loi, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez voir, on y revient. J'avais presque raison. Ah. Mais où est-ce que c'est? Tu l'as, la question? Bon, je vais aller voir sur ton ordinateur, parce que là, on m'a encore filé une camelote. C'est pas croyable. Fais-moi descendre. Descends. Moi, j'arrive pas à descendre. Hop. Alors, pas d'obligation d'exploitation, mais attribution de licence obligatoire en cas de défaut d'exploitation. Oui, c'était pas très loin de ce que je disais quand même. Ah oui, mais l'attribution de licence obligatoire, c'est... il y a certaines conditions, n'est-ce pas? Mais c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. Oui, d'accord. Donc on parlait de la même chose, effectivement. Ouais, d'accord. Donc je ne m'étais pas fait avoir. Alors, si brevet chinois accordé, la Chine reconnaît ça, je l'ai. Brevet. C'est pas clair ces questions-là. Brevet US LNP, d'où prise de licence. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les gens ne sont pas clairs dans les questions qu'ils me posent. La Chine reconnaît. Si brevet chinois accordé. Est-ce qu'il y a eu des brevets chinois accordés sur les vaccins? Je ne sais pas. Moi non plus. Je crois pas.
Non, le premier, c'est le jour de son dépôt, en fait. Hein. Mais donc, en fait, après, il est examiné et puis il sera délivré à un moment donné. Les brevets ne sont pas... je pense, de façon générale, un brevet de biotech à l'Office européen des brevets, le plus tôt qu'il sera délivré, c'est 1 an et demi, voire 2 ans, même plus. À l'Office chinois, jusque-là, c'était 3 ans, voire plus. À l'Office USPTO, pareil. Donc, vous déposez votre demande de brevet. Elle est publiée 18 mois après, sauf s'il y a une publication accélérée. Et puis, il y a l'examen qui commence. Et puis, à un moment donné, votre brevet est délivré. Mais ce n'est pas la même chose d'avoir une demande de brevet et un brevet délivré. Oui, alors une question que je généralise, elle est sur un cas particulier, mais est-ce qu'il y a des règles spécifiques juridiques sur les vaccins, sur les brevets de vaccins par rapport aux autres brevets? Non, il n'y a pas. C'est la même chose, l'histoire de divulgation 18 mois, etc. C'est pareil que pour les autres brevets. C'est exactement la même absolument. chose. C'est ce que je pensais.